toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le canapé d'un monde de jeux avec des habitués maintenant, presque que des habitués, pas que des habitués parce que nous avons Sébastien et Clément, les chefs des éditions Catch Up Games. On connaît bien, c'est le troisième canapé? Deuxième. Rappelle-toi la dernière fois, on leur lançait des trucs au visage. Ah oui, ouais, cette animation extraordinaire. On était fort. Bruno Catala, qui est le recordman du monde du canapé. Ouais, c'est ça, moi dès que je vois un canapé. Troisième canapé cette semaine. C'est pas le troisième, oui, Bruno, ça fait. Quatrième? Je sais pas. Plus que 3, je pense. Oui, quelques-uns. Et donc notre petit nouveau, c'est Johan Goupy. Bonjour. Ouais, merci, bonjour. On est ravis de t'accueillir, de te faire découvrir cet espace de tournage que tu ne connaissais pas encore. Non, c'est très beau. Tu as fait le tour de tout le chalet. On retournera dans d'autres pièces. Hein. Tu vas juste derrière, il y a une baignoire. On a fait des vidéos à l'intérieur de la baignoire exceptionnelles. Pour de vrai, hein, en plus, on l'a déjà fait. C'est un canapé dans lequel nous allons revenir parce que ça fait 1 an que vous êtes venus sur l'actualité de Catch Up Games. Comme d'habitude, j'ai mon téléphone qui me permet d'envoyer des images sur la télévision, sur lesquelles vous allez pouvoir réagir, comme à chaque fois. Et je me suis rendu compte en préparant ce canapé qu'il y a beaucoup d'actualités. Il se passe plein de choses en 1 an. Un peu, c'était une année chargée. Ouais, j'ai fait une liste, j'ai pris une photo de chaque jeu et il y a quelques jeux qui arrivent, qui sont arrivés ou d'autres qui arrivent, et notamment l'un des jeux pour lesquels vous êtes venus cette semaine, c'est Orichalk. Ou Orichalk, choisissez votre nom de jeu, on prononce Orichalk, mais on a l'habitude de prononcer Orichalk, donc on a du mal à changer. Il paraît que les Atlantes disent Orichalk. Oui. Il paraît. Moi je me souviens pas, Moi, mais... d'après mes informations. Quand j'étais Atlante, je me souviens pas vraiment de comment je prononçais, mais bon. En fait, ce qui est important, c'est moins de le prononcer que d'y jouer. Ou de l'acheter. Déjà d'y jouer. Donc c'est le nouveau jeu de Bruno Catala et Johan Goupy. Un jeu, votre deuxième jeu ensemble, parce que vous en aviez déjà fait un auparavant, Queens. Et ce jeu-là, c'est l'une des nouveautés de la rentrée de Catch Up Games. On a tourné des vidéos dessus. Ouais, c'est le gros jeu de la fin de l'année dont on attend la sortie avec impatience, je pense. Et tout ça, oui, parce que c'est un projet qui commence à dater, en fait, finalement. Ça fait un moment. Quoi. Juste avant le Covid. Ouais. Vous nous l'aviez présenté au Cannes avant le Covid. Exactement. Horrible, j'avais fait un rendez-vous. Même pas à Cannes. Oui, il y a eu Cannes avant le Covid, mais moi j'étais même descendu le vendredi. Ouais. Et on avait joué à Sobec de joueurs et à Orichalk dans vos locaux le vendredi, et le lundi on était confinés. Ouais, juste après. Ouais. Du coup, vous étiez obligé de les signer avec nous. Voilà, pas de choix. Sachant que Yohan me l'avait montré à Cannes, et il nous avait teasé en mode alors tu vois, ce jeu on fait ci, on fait ça, mais là on peut pas y jouer malheureusement. Je peux juste t'expliquer ce qui va se passer là pendant une demi-heure, je t'explique bien comment le jeu ça se passe, mais il est fini qu'à 98%, tu comprends, on peut pas y jouer. C'est vrai que du coup, depuis tu me fais des rendez-vous d'1 heure maintenant. Hein. Quand je te demande, ah oui, non, on va faire plutôt 1 heure, on ira au bout comme ça. Est-ce que c'est pas une consigne de Bruno Catala, ça, le fait de interdiction de montrer un jeu avant qu'il soit présentable? Ah, je peux pas le parler. Si, tu peux le dire parce que moi, en fait, j'ai déjà entendu d'autres. Non, parce que effectivement, sur ce jeu-là, sur cette présentation à Cannes, j'étais ouvert à ce qu'on le montre, mais pas à ce qu'on joue, parce qu'il y avait des choses qui, à l'intérieur, au niveau du gameplay, me dérangeaient. Je savais qu'on était en train de travailler dessus, et ce que je voulais pas, c'est que quelqu'un puisse en fait crocher sur ce point fait pour se dire bah non, c'est pas pour nous. Et des fois, ça suffit. Ouais, surtout sur un salon. Exactement. Ouais. Alors, c'est un jeu de course, c'est important de commencer par ça parce que ça donne déjà des sensations de jeu. On va essayer d'aller plus vite que ses adversaires pour obtenir les fameux 5 points de victoire. Alors, c'est une course, c'est pas une course de voiture. Non, du tout. Non, là on parle de mécanique. Oui, parce que c'est vrai qu'on commence par la thématique. C'est un jeu qui nous emmène sur une île perdue des Atlantes. Vous en parlez mieux que moi, donc je sais pas à qui je passe la main pour nous raconter très vite le pitch parce qu'on a fait plein de vidéos. Non, effectivement, oui. Donc, chaque joueur va être localisé sur une île dans laquelle il va essayer de développer du coup la région, explorer, construire des bâtiments et des temples, de manière à accumuler des points de victoire qui vont être en fait l'accumulation d'Orichalk qui va pouvoir fondre en médaillon. Ça, c'est un point de victoire par exemple, ou aménager le territoire pour pouvoir construire un temple, ou encore essayer d'ajuster la position de ces territoires pour récupérer une faveur divine, une faveur du titan, de manière... Et tout le but, c'est d'essayer de faire ça le plus rapidement possible, en ralentissant au maximum ses adversaires, pour être le premier à déclencher la victoire directe. Voilà, donc il y a des sensations de jeu, mais vous les comprendrez bien mieux en regardant les différentes vidéos. Nous, on va en parler un petit peu, mais on va parler aussi de plein d'autres sujets, parce que c'est un peu l'esprit du canapé, c'est de se laisser vagabonder. Alors, j'ai préparé plein de choses. J'ai préparé notamment des petits jeux qui vont nous suivre un peu pendant cette émission. Et notamment, quel est l'intrus?
Le premier qui trouve marque un point. Tout le monde peut participer, même Sylvain. Qui n'a pas vu mes photos. Quel est l'intrus? Eh oui. Quel est l'intrus de cette image? Alors Richard n'est pas encore sorti? C'est pas ça l'intrus. Mais ça marche en 2000. Mais c'est pas ce que je cherchais. Dinosaur Island non plus. Ouais. Ah, tu vois. Pas moi. Au moment où on enregistre, non, c'est pas sorti. Ni l'un ni l'autre. D'accord. Qui va marquer le point? Ah si, moi je le connais, c'est Q-Birds. Parce que... Il est pas sorti cette année. Exactement. Nous avons 5 jeux de catch-up games qui sont sortis cette année. Ça me permet aussi de lancer... Qui vont sortir en 2022. production actuelle. On fait pas ça. On fait pas ce genre de choses. Alors c'est des jeux qui sont relativement différents les uns des autres. D'ailleurs, Oui, on le voit. Nous avons Dinosaur Island, c'est un roll and write. Ouais. Dinosaur Island, roll and write. Là, vous m'avez gâté. Hein. Merci. J'aime bien la charte graphique de la couve. Ouais, c'est bon, je regardais. Je l'avais pas vu encore, je sais pas le jeu, j'ai aucune idée du jeu. C'est Quenchai Maria, c'est vraiment mais je trouve très, très agréable cette couve. Ouais. Je dois avouer que j'étais pas un grand fan de la boîte de base, moi, du jeu sur plateau, et que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le jeu à cocher que vous avez sorti là. C'est une localisation de Pandasaurus, mais on a vraiment hyper accroché quand on y a joué. Et je suis très surpris parce que souvent, quand on n'aime pas trop une mécanique, on se dit bon bah je vais pas aimer non plus l'adaptation Roll and Write. Alors moi j'y suis allé non pas reculons parce que je vais toujours avec plaisir pour découvrir des nouveaux jeux, mais je suis très surpris en reconnaissant plein de choses parce que c'est vraiment l'adaptation. Je le trouve vachement mieux, plus léger, plus rapide, plus nerveux aussi que le jeu de plateau. Et si je devais en conseiller un, ce serait plutôt celui-là. Bah c'est gentil. Nous avons Les Gardiens d'Havresac, Havresac. Qui est sorti en début d'année, Frédéric Guérard, illustré par Sabrina Miramont. Qui est un jeu de backbuilding. Qui est un jeu de backbuilding avec que nous on adore beaucoup, qu'on avait vu aussi à Cannes, que Fred nous avait présenté à Cannes, je crois la même année d'ailleurs, en 2020. Qui a la particularité de pas avoir, qu'il n'y ait pas d'interaction. Ouais. Il n'y a absolument aucune interaction et on est en train de se rendre compte que c'est quelque chose qui choque beaucoup plus les gens. Ça m'a sidéré ça, parce que moi j'ai vu des commentaires et des retours, et à chaque fois, genre, tu vois, et à un côté on a envie de défendre des jeux qu'on aime bien, parce que moi j'aime bien Havresac. Et je lis les commentaires, défaut, manque d'interaction. Et à un moment, je vois pas en quoi c'est un défaut. C'est une caractéristique pour moi, mais c'est pas un défaut. C'est on aime ou on n'aime pas. C'est comme dire le ping-pong, défaut, il y a une raquette. Après, c'est le principe du jeu de société, je peux le comprendre. Franchement, nous on est passé outre, on se dit il n'y a pas du tout d'interaction, puis en même temps on se dit oui, mais on s'amuse, on aime bien y jouer. On est quand même autour d'une table avec des gens et on prend du bon temps et puis on compare nos scores, tout ça. Mais effectivement, ça va pas au-delà de ça. Et je comprends que pour certaines personnes, ça soit un frein. Je pensais pas que ce serait autant un frein pour d'autres qui sont. Tu vois, quand t'adores c'est un frein a priori. Ouais. Parce qu'en fait, tous les gens qui ont joué, généralement, ont vraiment bien accroché au jeu. Mais t'as une espèce de frein sur pas du tout d'interaction. Après, c'est une affaire de goût, hein. J'ai pas dit que c'est vraiment une affaire de goût. Vraiment. Clairement. Oui, moi ça m'a surpris. Cette remarque, c'est toujours pareil, mais des fois tu as même des sites qui notent les jeux en fonction de plusieurs critères, 4, 5, ils mettent 5 points pour chaque critère, et interaction est l'un des critères. Sur 5, 0, donc déjà il part avec une note plus basse que les autres. Comme le thème, hein. Ouais. Ça veut dire qu'un jeu comme les échecs ou même des jeux très abstraits peuvent pas avoir de bonnes notes parce que. Moi je trouve ça absurde. Rentrer dans un débat, est-ce qu'il y a un thème aux échecs? Il y en a. Ah oui, je sais pas si il y a un thème. C'est ça. Si, sur les échecs, il y a un thème qui est très fort. Oui, mais. Après, on va vraiment rentrer dans ce débat. C'est autre chose. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'il serait un autre? On va gabonder dans le canapé. On débat échec. Allez, mets une photo d'échec. J'ai pas prévu, je suis désolé. Mais oui, pour revenir aux Gardiens, nous on a adoré. Dès que ça a été présenté, on a adoré. En plus, avec Fred, on a plein d'idées pour faire d'autres personnages, d'autres cartes, tout ça. Ça dépend évidemment du succès du jeu en France et à l'international. Et c'est vraiment un jeu qu'on adore, on trouve atypique. Voilà. On va voir ce que ça donne. Les ventes ont bien démarré. Tout ça, mais c'est vraiment quelque chose qui est revenu plus que ce qu'on pensait que ça allait revenir. Parmi les sorties de cette année, il y avait Cubosaur. Cubosaur, c'est un petit jeu de cartes, c'est pas du tout la suite de Q-Birds, mais ça rentre un peu dans la même gamme parce que vous avez repris les illustrations de Christian Den Nederland. Dunn, pardon. Ce nom est beaucoup trop long. Faut pas faire des noms longs comme ça. Qui est néerlandais, étonnamment. Ça a bien marché, Cubosaur, vous êtes content? Ouais, ça a très bien marché. C'est un très bon départ. C'est un jeu qui est sorti au mois de juin. Et ça a très bien marché. Je crois que là, on a plus de 5000 exemplaires vendus sur ce qu'on avait fait. Donc, ouais, hyper bien.
dans la lignée un peu de Qbirds en termes de succès, alors parce que c'était un succès même surprenant, Qbirds, et j'en entends souvent parler. Là, pour préparer cette émission, on a demandé sur notre Discord s'il y avait des questions qui se présentaient, et parmi elles, j'ai lu Qbirds, j'adore, bravo. C'est pas vraiment une question, mais je vous transmets. Il y avait un point d'interrogation. Bravo pour l'interrogation, mais oui, bravo. Qbirds, ça a été une mèche plus lente. C'est que ça a moins bien démarré que Cubosaur a démarré là, notamment, mais la singularité du Qbirds un peu de notre parcours, c'est cette espèce de dynamique qui est montée et qui a vraiment installé le jeu et sur beaucoup de marchés. Ouais. Il existe, je crois, dans 16 ou 17 pays, Qbirds. Ouais. Et c'est un de ceux qu'on retire le plus. Ouais, c'est celui qu'on a de largement vendu. Je crois qu'il y a 100 000 exemplaires, on est quasi aux 100 000 exemplaires vendus. Ouais. Non, mais on était surpris même, parce que nous on aimait bien, mais on ne pensait pas que ça allait autant décoller. Et il était jeu de l'année aux Pays-Bas, il marchait pas bien en Allemagne. Ouais, quand on voit tous les jeux que vous avez sortis, c'est un jeu qui dénote un peu, parce que c'est un tout petit jeu de cartes très léger. Et nous, quand on le sort, il sort juste après Paper Tales, tu vois. Paper Tales, nous, c'est un peu le jeu c'est un peu la bascule chez nous. C'est le jeu qui nous a fait connaître, c'est notre 5e jeu, mais c'est un peu le jeu qui nous a fait connaître. Et là, bam, juste après, t'as Qbirds, tu vois, c'est un peu le grand écart ludique. Et après Paper Tales c'est très bien vendu, mais lui vraiment voilà, il se vend encore quoi, 5 ans après, alors il est sorti en 2018 donc mais là aussi 4 ans après. Chacun aura son propre avis par rapport à ça, mais moi je suis assez fan de la singularité graphique de ces deux jeux. Moi ça, forcément quand je vois une couve comme ça me donne envie de m'intéresser au jeu. Après il faut que la promesse du jeu... Déjà rien que de le prendre en main, exactement. de regarder un petit peu ce que c'est déjà et sans nul doute ça l'a poussé, ça l'a fortement aidé quand son lancement, puis même maintenant, il y a des boutiques qui nous en parlaient, qui disaient... Elle disait en fait c'est simple, Qbirds on n'a pas besoin de le vendre, c'est les gens le voient dans le magasin, prennent la boîte et disent ça c'est bien ou pas les boutiques elles disent oui c'est bien. Enfin si elles aiment évidemment, il y en a qui disent non c'est nul à chier, le prenez sur toi, prenez les derniers exemplaires. Bien joué, joli coup. Et ça pourrait être, je sais pas si tu as joué Bruno, mais c'est le genre de mécanique assez légère. Moi, première partie, je me suis dit puis on est passé à autre chose, mais ça dépend de l'humeur qu'on a. Et en fait, on y a joué sur Board Game Arena. C'est très sympa, c'est un jeu de collection, il peut y avoir aussi un côté assez addictif, enfin quand tu rentres dedans et tout ça. C'est léger tout en étant malin, ça coche pas mal de cases. Après on va pas se mentir, ça marche mieux à deux quand tu joues, ça marche plus sur un petit nombre de joueurs, je trouve, c'est mon goût perso. C'est peut-être ce qui s'est passé pour moi. Quand tu joues à 5, le jeu est prévu pour 5, les parties peuvent être plus longues et si tu veux un jeu plus efficace, oui, pour des joueurs, ce sera plus choquant, mais je pense qu'un public plus familial, il ressent pas la durée comme nous, on peut avoir vite tendance à se dire c'est un peu trop long pour. Oui, c'est ça, c'est vraiment pour ce qu'on y fait, et ça manque un peu de contrôle pour le temps qu'on y passe. Mon beau-frère et ma belle-sœur, je crois, on a enchaîné des fois 4-5 parties, tu vas dire, oula, surtout pas de jeu de 3 heures, tu vois, mais par contre, faire 4 parties d'affilée de Qbirds à 4, c'est ok. Il n'y a pas de jeu de 3 heures. Le vote plus long, là, dans la liste, c'est presque Dinosaur Island. C'est Dinosaur Island, c'est surprenant, c'est le Roll and Write. Avec Sylve aussi. Ouais, mais c'est vraiment du Roll and Write. Et puis Sylve, donc c'est le dernier qu'on n'a pas cité, ça c'était une localisation de ce début d'année. De Pandasaurus. Qui est arrivé au mois de mai. Après à Bressac. Parlons-en, j'enchaîne. Alors vous avez une relation particulière avec Pandasaurus. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'on peut la qualifier comme ça? On avait déjà parlé la fois dernière sur le canapé, mais là on voit qu'il y a 2 jeux qui ont été... jeux avec God's Love du coup. 2 jeux cette année, et l'année dernière en fin d'année, là, vers mi-décembre, il y a God's Love Dinosaurs qui est arrivé. Voilà, 2 jeux dans cette liste qu'on vient de voir, qui sont à l'origine réalisés par Pandasaurus. L'échange se fait dans l'autre sens? Ouais, ils ont localisé Wellspace, The Loop, Sobek de joueurs, et ils vont localiser Oricalc. Je crois que je n'ai pas oublié ça. Oui, je pense que, mais je crois que c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Il y a quand même des ADN qui sont assez proches. On fait attention à l'édition. On trouve que le travail d'édition qu'ils font est chouette. Il y a souvent des parties pré-graphiques, en fait, le boulot qu'ils ont fait sur Sylve. Et le travail de promotion qu'ils font aussi. Ouais, aussi hyper bien. Sur les jeux qui nous localisent aux États-Unis sont hyper mis en avant sur les salons. On le voit aussi sur BGG. Enfin, ils prennent de la pub sur BGG. Ils font vraiment un super boulot. Et après, il y a donc une relation un peu privilégiée parce qu'on est content de travailler avec eux dans les deux sens. Nous, on se rend compte aussi que, et là on le voit sur la quantité de jeux qu'on a sortis, tu vois, on en sort 5, enfin il y en avait 5 là qui étaient cette il y avait 2 localisations, et au final, par rapport au fait que nous on soit toujours 2,5, ça fait beaucoup de travail en fait de faire aussi des localisations, donc c'est probablement quelque chose sur lequel on va un peu lever le pied.
Sur les localisations, vous allez vous concentrer sur le fait de faire vos propres jeux, moins que les localiser d'autres. Donc vous ne cherchez pas d'autres éditeurs. Non, d'ailleurs, les seuls jeux qu'on a localisés, quasiment, c'est le jeu de Pandasaurus. Alors c'est un peu différent, on avait fait 12 Heroes au début, un peu avant Paper Tales. Mais Paper Tales, c'est pas vraiment une localisation, en fait. C'est un jeu qui existait au Japon et seulement au Japon. Et on a fait la version monde, en fait. Ouais. Donc c'est pas vraiment une localisation, on a travaillé avec Masato un peu comme avec un auteur, alors que lui-même avait sa maison, il s'était auto-édité, quoi. Alors, quel est l'intrus Déjà, moi, il faut que je me rappelle. C'est Pandai. C'est Pandai, pourquoi non, attends. Non, c'est pas Pandai. C'est Océanos qui n'est pas illustré par. Ouais, c'est Jérémy Fleury. Bravo. Et voilà, exactement. Et moi, j'avais un doute parce que je me souvenais plus en termes d'illustration. Mais tu vois, Pandai, j'aurais pas dit comme ça tout de suite que c'était illustré par lui. Donc tous les jeux sont illustrés par... Moi j'ai failli dire c'est King of Tokyo parce que c'est le seul sur lequel j'allais dire l'auteur est pas 100% français. Alors sache que j'ai moi-même enlevé les noms des auteurs qui étaient sur les boîtes parfois pour pas qu'on voit que... Parce que sur Pandai notamment c'est marqué Paul Maffaillon et donc je l'ai enlevé pour pas que vous voyez oui tiens c'est des jeux qui sont illustrés. Tu as laissé Jérémy Fleury sur... Oui parce que c'était pas marqué Paul Maffaillon. Donc effectivement ce sont tous des jeux qui sont illustrés par Paul Maffaillon sauf Océanos et là d'ailleurs en mettant ces quelques images on voit que... Il y a un jeu de Masato. Il est capable... Alors déjà oui exactement. Non mais qui est l'auteur de Paper Tales, c'est ça qui me faisait tiquer. Exactement, donc ça a pu te mettre sur une mauvaise piste, mais en plus on voit qu'il a des styles, il est capable de faire varier son style en fonction des consignes que vous lui donnez, parce que là il y a une sacrée palette graphique. Carrément. Il y a des gros écarts, c'est sûr qu'entre King of Tokyo et Looney Quest, c'est... Ouais, ça fait partie de ses illustrateurs. Je sais pas si vous avez vu le premier jeu qu'il avait illustré, qui était Off the Dead, qui était un petit jeu un peu indépendant pour... Il était pas tout seul, c'est pas tout à fait... Il était peut-être pas tout seul, quand j'en parlais avec Paul me disait que c'était Looney Quest, son premier jeu vraiment. Ouais. Ok. Mais bon. Mais il travaille aussi, il a beaucoup bossé pour Blizzard, des choses très différentes. avec des styles qui sont encore très différents sur ça. Il a travaillé sur l'univers de Warcraft, sur Blizzard. Ouais. Récemment, il a travaillé pour Magic, tu vois, pour Wizard of the Coast. Il a fait une carte Magic dans un style encore différent. C'est clair que c'est hyper varié. Ouais, c'est quelqu'un qui a pas mal de talent et qui, j'imagine qu'il doit avoir un emploi du temps très chargé, qu'il est très demandé. Ouais. C'est pas trop compliqué quand on s'adresse à un auteur, un illustrateur comme ça qui a peut-être pignon sur rue. Est-ce qu'il faut prévoir très longtemps à l'avance de lui réserver un créneau? Ouais. Oui, là ça a été très long. Il se trouve qu'en plus il y a eu un couac dans le planning. Lui il a pris, enfin c'est pas lui qui a pris du retard, c'est l'éditeur avec qui il travaillait avant nous qui a pris du retard. Nous ça nous a décalé. Après moi j'avais vraiment très fortement envie sur Aurical de travailler avec lui. Donc du coup on a attendu. Mais en fait c'est le cas avec tous les illustrateurs. Hein. Et c'est ce que je leur souhaite. L'illustrateur c'est un freelance. C'est un peu illusoire de se dire tiens je vais appeler un illustrateur et il sera probablement dispo dans 2 semaines. Ouais. S'il est dispo dans 2 semaines c'est qu'il a probablement du mal à vivre quoi. Et on peut pas se dire tiens l'illustrateur est dispo demain et pas de problème il va passer le prochain mois sur mon jeu. Ça demande de l'organisation quand tu veux spécifiquement travailler avec des gens. Est-ce que c'est un problème? Alors c'est très différent pour un auteur parce qu'on appelle l'illustrateur quand l'auteur a priori a à peu près fini sa mécanique, quoique pas toujours, hein. Pas toujours. On peut encore s'adapter un petit peu. Mais est-ce que pour les auteurs c'est le même problème? Est-ce que vous avez parfois des embouteillages parce que vous êtes obligé de prévoir un minimum un certain nombre de projets en cours? Ça arrive d'être bloqué ou de devoir bloquer ou de retarder les éditeurs? Comment vous le vivez? Oui, bien sûr, ça arrive parce qu'en fait c'est pas qu'on doit avoir un certain nombre de projets en cours, mais c'est que comme quand tu crées et t'es pas monoprojet, tu travailles sur plusieurs projets en même temps, etc. Il y a différentes phases dans le développement d'un jeu. Il y a la phase créative, amont, le développement du jeu, puis après, une fois que le jeu est signé, il y a le travail pour accompagner l'édition avec l'éditeur, et là, il y a souvent des allers-retours à faire qui peuvent être même urgents par rapport, par exemple, quand on est sur la finalisation des livrets de règles, etc., où là, en fait, on est très proche de lancer en impression. Donc, quand tu reçois le fichier, c'est maintenant qu'il faut le lire. Et ce qui se passe, c'est que les différents projets, en fait, vont pas à la même vitesse. Et ce qui se passe souvent, moi j'ai vécu plusieurs fois, c'est que tu as des moments d'embouteillage. Parce que il y en a qui ont pris du retard, il y en a qui ont pris de l'avance ou qui sont simplement à l'heure, et puis d'un seul coup, tout le monde vaut tout en même temps.
Parce que bah, forcément, tu as cette temporalité, cette saisonnalité de l'année où tu as les grosses sorties du printemps, enfin avant Essen, avant Cannes, etc., ou avant Nuremberg, et tu as les grosses sorties qui vont arriver à l'automne, et d'un seul coup, tout le monde veut tout en même temps, surtout quand tu rentres de vacances d'août, où d'un seul coup, tout le monde revient et se dit « Ah putain, mais on est en retard !» Bah ouais, mais les gars, moi, pendant tout le mois d'août, j'avais rien à faire, j'aurais pu bosser, ben maintenant, tout le monde veut tout maintenant. Donc oui, des fois, ça arrive d'être obligé de dire « Ben ouais, là, ça va être un peu compliqué, quoi. » Putain, il y a un mois on était super et là d'un coup. Alors, on le vit aussi dans la communication, hein, parce que cette période-là, juste après l'été, d'un seul coup, tout le monde se réveille et voudrait une date pour le lendemain. C'est ça. Et je suis obligé de répondre parfois, bah non, là je peux pas. Et j'ai des réponses, je suis très déçu. Et moi, mon petit cœur se brise. Je suis malheureux. Je suis très déçu, vous prenez des vacances. Donc voilà, donc après on se débrouille, on essaye de faire et tout ça, mais il y a des moments donnés, ça crée quand même effectivement des moments de stress. Pour tenter de tout faire en temps imparti et pas gêner justement les plannings de production et ainsi de suite, quoi. Johan, tu es un auteur qui n'a pas encore sorti beaucoup de jeux, il y en a quelques-uns qui arrivent notamment cette année, mais tu m'as dit que tu avais 14 jeux qui avaient été signés depuis que tu commences à en faire. Je suis en train de discuter de 14e. Bah moi du coup cette année ça s'est pas trop mal passé parce que j'ai décidé à la fin de l'été d'essayer de boucler tout. Pour espérer en septembre être le plus libre possible pour tout ce qui arrivait. Et ça c'était bien parce que du coup j'ai eu aussi la vague qui est arrivée. Et je me suis dit heureusement que j'avais pas trop de trucs en cours parce que sinon j'aurais été engouffré dans le truc, sachant que j'ai quand même un boulot aussi à côté. Bah oui. Et donc là du coup j'étais content parce que du coup finalement j'arrive à faire les choses qui viennent et je me dis voilà, mais là naturellement j'attends que la vague passe pour redémarrer des nouveaux projets. Donc j'ai des co-auteurs qui attendent. J'ai dit là pas tout de suite, laisse un peu passer les choses, mais eux aussi sont en même état donc. J'ai l'impression que tu es un créatif organisé en fait. Il y a des gens qui sont un petit peu touche à tout, qui partent dans toutes les directions et peut-être ça fait partie de leur esprit créatif. Et puis je sais que Bruno est très organisé, ça m'impressionne à chaque fois. Il y a plein de sujets sur lesquels il est super pointu. Non, mais je sais pas si je suis organisé, mais ce qui est important pour moi, c'est d'aller au bout. Oui. Et je pense qu'on se rejoint là-dessus d'ailleurs. Et à un moment donné, c'est tellement facile de démarrer 20 projets et puis d'arriver au bout de rien. Et donc à un moment donné, non, il faut aller au bout. Et donc du coup, il y a même des moments donnés où moi j'ai des pulsions créatives, j'ai des envies, mais je les mets en sommeil, je les éteins, parce qu'il y a des projets et il faut qu'ils aillent au bout, parce que sinon autrement tu fais que papillonner et tu finis rien. Et ça me ressemble pas, quoi. Bon, il y a une question de caractère aussi, parce qu'au-delà de la volonté, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Moi par exemple, pendant qu'on m'explique des règles, souvent je réfléchis à plein de trucs, c'est là que je suis le plus créatif et quand je raccroche les wagons, mince, j'ai loupé 2 paragraphes. Par exemple, moi j'ai un fichier sur lequel j'ai soit des idées, soit des envies avec d'autres co-auteurs, donc des envies de création de jeu, et du coup c'est listé, et donc du coup je sais, là par exemple, dès que je vais avoir envie, je sais qu'on va attaquer un nouveau jeu avec Joachim, je sais que derrière il va y avoir un nouveau avec Corentin, et on attend et on y va. Et donc du coup le truc, avant j'avais du mal à me contenir à ce que je voulais que ça démarre tout de suite, et là maintenant, je sais que ça va arriver, j'ai plus de crainte sur le fait que je sais que le jeu va exister, on va y aller, mais du coup je me dis, il vaut mieux le faire sur une bonne séquence où moi je suis très disponible, où mon co-auteur sera aussi disponible, et là en fait on va être tous les deux à fond, et le moment clé sera là, parce que si on a qu'un des deux qui est là, en fait ça fonctionne pas très bien en fait. Non, ça génère de la tension même. Donc Joachim, c'est Joachim Thomé ? Tom. Tom on dit ? Tom, Et Corentin Lebrac, vous connaissez probablement, on n'a pas encore eu la chance d'avoir Joachim au chalet, on espère que l'occasion se présentera rapidement. Il a pas mal d'actualités également. Oui, et puis on va faire un jeu avec Joachim et Johan ensemble. Ah, voilà. Ça court encore, on va bientôt signer. Donc ça sera l'occasion. Je suis pas au courant. Peut-être. Joachim, qui... À 3%. À 3%, c'est ce qu'il demande. Et Joachim, c'est un auteur que j'ai connu du coup à Cannes l'année dernière en fait. Et voilà, le courant est bien passé et donc du coup naturellement c'est passé ce qui devait se passer. On a discuté, on a lancé un jeu, etc. Et c'est pas mal, c'est pas mal aussi de découvrir des gens comme ça, par opportunisme sur des soirées. Et en fait, on se ressemble beaucoup parce que lui aussi, il a pas mal de jeux signés. Ces jeux sont en train d'arriver à l'édition. Donc en fait, on avait vraiment le même niveau d'attente et d'expérience. Donc c'était assez sympa de partager aussi. Alors on tente des trucs souvent dans le canapé et puis là on se dit tiens on a une petite idée, on ne sait pas si on va la maintenir, on est dans la période où on est en train de passer entre deux phases, les anciens canapés et puis tous les projets incroyables que l'on a. On a eu une petite idée, on s'est dit tiens on va prévoir des questions mais pas des questions qui vous sont attribuées, donc vous allez tirer au hasard une question à l'intérieur de cette petite liste chacun à laquelle vous allez devoir répondre et ça peut partir
dans n'importe quelle direction. Ce que je vous proposerais, si vous avez de l'imagination, c'est qu'après le canapé, si vous avez une idée de questions génériques, pas sur le jeu, des trucs qui partent dans tous les sens, vous la mettez, on la rajoute, et puis ça donnera des sujets si on garde cette rubrique pour les prochaines émissions. Donc là, on va en faire 4 tout au long de ce canapé. On va commencer par toi, t'es à côté de moi. Ah bah d'accord. Vas-y, tu pioches, tu peux la lire à voix haute et t'y réponds. Plutôt Jungle Speed ou Agricola? Ça va être un vrai nœud au cerveau pour moi. Ça, c'est du jeu. On sent. Alors, il faut savoir que j'ai un certain problème de vitesse. La vitesse n'est pas ma qualité première. Donc, je suis incapable de jouer à Jungle Speed. Je suis spectateur, en fait. Dans une partie de Jungle Speed, les gens font des trucs et moi, j'esquisse des mouvements qui vont pas aboutir. Donc ce sera plutôt Agricola. Et en règle générale, t'es plutôt du coup petit jeu ou gros jeu? Toi, quand t'as une table avec des petits joueurs qui s'amusent, qui font du bruit, et d'un côté un gros jeu où on réfléchit. Non, de base j'ai plutôt toujours été attiré par les gros jeux. C'est juste quelque chose sur lequel je suis en train de freiner un petit peu. J'ai moins de temps pour jouer, et du coup j'ai moins d'appétence pour les gros jeux si ils m'apportent pas une expérience qui justifie le fait de mettre autant de ressources cognitives à apprendre des règles pour un jeu que je vais probablement jouer une fois ou 2 fois maximum maintenant. Et donc j'ai tendance à plus aimer les formats compacts, et du coup mon goût personnel rejoint de plus en plus aussi la tendance de ce que nous on fait éditorialement, d'être sur des jeux qui peuvent être des jeux qui sont plutôt joueurs, plutôt experts, mais qui vont quand même être des formats plus prononcés. Ok. Voilà, très bien. Avec les mesures du gouvernement, vous savez qu'on va devoir jouer beaucoup plus à Jungle Speed cet hiver. Oui, ça a été décidé pour se réchauffer et éviter de monter le chauffage. Je sais pas si ça marchera pas. Ils sont très contents chez Asmodée, mais bon. Ça marchera peut-être pas pour moi. On va parler également, parce qu'il n'y a pas, on a cité quelques-uns de vos jeux qui vont sortir chez Catch Up Game, il y a aussi des extensions qui vont sortir dans les semaines qui viennent. Ouais, on se dit 5, c'est quand même pas beaucoup. Bah oui. Ouais, et ça serait peut-être pas mal de faire des extensions en plus. Première extension, il y a une extension à The Loop. Un pack de personnages. C'est un pack de personnages, parce qu'il y avait déjà eu une extension. C'est un peu plus que ça, t'allais dire. C'est un tout petit peu plus que ça, parce qu'il y a aussi des cartes pour le deck principal dedans. Là, j'enchaîne, du coup, Sobek 2 joueurs. Sobek, c'était une bonne surprise l'année dernière de voir cette reparution, mais complètement améliorée du jeu Sobek. Ouais, c'est même un jeu différent. Je trouve que c'est un jeu complètement différent. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une extension sur ce jeu. Une petite extension, pareil, on n'offre pas 5 en une petite boîte légère, etc. Par contre, le contenu change la dynamique du jeu. Parce que ça introduit un nouveau set de ressources, je vais y arriver, qui sont les trésors du pharaon et qui arrivent face cachée. C'est-à-dire que quand tu les prends, tu sais pas ce que tu prends. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des tuiles qui sont biclassées. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, tu peux avoir une tuile qui fait soit ivoire, soit poisson. Et donc, quand tu vas la mettre dans une série, tu pourras la mettre soit dans une série de poissons, soit dans une série d'ivoire. Et elles ont toutes 2 scarabées. Ce qui veut dire que ça peut booster tes points et rentabiliser. Donc, tu as très envie de les prendre. Et en même temps, tu sais pas si ça va vraiment correspondre à ce que tu es en train de faire. Et en même temps, quand tu vas la prendre, tu vas être obligé de piocher un jeton corruption. Et ce jeton corruption, il y a 6 ressources. Et ils ont des valeurs de 1 à 6. Donc en fonction de celle que tu as déjà prise, de la valeur de la corruption que tu as déjà prise, etc., tu peux avoir une idée de ce qui reste. Donc est-ce que tu continues, est-ce que tu continues pas? Parce que ça va probablement augmenter le différentiel de corruption entre les 2 joueurs et donc jouer sur les jetons d'ébène que tu vas récupérer à la fin. Et donc il y a tout un jeu autour de ça, et voire même en cours de partie, tu peux même avoir un jeu assez vicieux pour forcer l'autre à ramasser une ressource corrompue, pour qu'il se prenne la corruption, etc. Donc il y a tout un jeu autour de ça. Parce qu'en plus tu sais pas, tu les gardes face cachée le jeton corruption. Ouais. Si toi t'as un 6 ou un 1, ton adversaire ne le sait pas. Il y a pas mal de tricks sur les interactions avec les pouvoirs des personnages, pour pouvoir récupérer, pour pouvoir mettre des tuiles comme ça dans la corruption, pour pouvoir les récupérer sans prendre de jetons, pour des choses. Il y a pas mal de petites choses. Ou alors tout simplement voler une tuile marchandise à ton adversaire qui est généralement bien content. Et puis ça rajoute 2 nouveaux personnages,
dont les effets sont liés à cette thématique-là, et puis quelques nouvelles pirogues, donc au niveau des événements que tu peux déclencher quand tu fais tes premières ressources. Et ça a un autre effet qui n'était pas forcément imaginé quand on a créé l'extension au tout début, quand on avait cette volonté avec Seb, mais qui est vachement intéressant, je trouve, personnellement en tant que joueur, là je parle en tant que joueur, c'est que dans Sobek 2 joueurs, parfois, selon la façon dont sont situées les tuiles et tout ça, tu peux avoir des parties qui peuvent être parfois assez courtes. Ça arrive sur une partie sur 5 ou une partie sur 10, je sais pas à peu près, une partie sur 10, une partie très courte, où ça marche très bien, il y a un vainqueur, tout ça, et il y a pas... Mais à un moment donné, parfois tu peux avoir presque le goût de trop peu, dans certains cas, et avec ces jetons que tu rajoutes, ça n'arrive jamais. Et là, c'est une commande de l'éditeur? C'est une proposition des auteurs? Comment ça s'est fait? C'est une commande de l'éditeur. Ouais, c'est l'éditeur qui nous a demandé. Au début, on a commencé par se dire, de toute façon, non. Ouais. Parce que Sobek 2 joueurs, c'est un jeu qui est relativement fermé en termes de game system. Et au début, on voyait pas trop quoi en rajouter sans que ça devienne justement une usine à gaz ou que ça fasse des règles complémentaires et tout ça. Et on voyait pas quoi intégrer à l'intérieur du jeu, quoi. Et puis à un moment donné, malgré tout, il y a cette idée qui est venue, on a essayé, puis on s'est dit, ah non, mais en fait c'est cool, quoi. Donc quand on a eu cette idée avec Seb, on les a rappelés en disant, non, en fait finalement, on a peut-être bien un truc à vous proposer. Puis on a joué, puis je crois qu'on a tous été convaincus tout de suite. C'est très bien. C'est vraiment ce que dit Bruno, c'est avec vraiment très peu de nouvelles règles, ça a vraiment beaucoup de profondeur et de nouveaux jeux en fait. De nouvelles situations de jeu. Parce que pour moi, une extension, si tu veux, si je travaille sur une extension, il faut que ça change les choix. Parce qu'au bout d'un moment donné, quand tu joues à un jeu que tu as beaucoup joué, enfin moi en tout cas, je finis par jouer un peu en automatique. Ouais. Voilà. Et quand j'arrive à ce stade-là, il faut que si on me propose une extension, il faut que ça change mes choix. Il faut que je me dise, normalement j'aurais fait ça, mais là, j'aurais envie de faire ça aussi. Sylvain, c'est peut-être le moment de passer à un deuxième plutôt. Ouais. C'est pour moi? C'est pour toi, on fait dans l'ordre. Allez, Lino, cette question à voix haute. plutôt Essen ou Cannes? Alors plutôt SM ou Essen? Essen, à ce moment qui est rédigé. Plutôt Essen ou Cannes? Alors du coup, Essen, j'y suis jamais allé, donc c'est ça vrai? va être un peu dur. Bah non. Et tu iras plus tard. Peut-être, un jour. Et tu vas pas cette année? Plutôt plus tard. Et non, j'ai pas pu parce que c'est vrai que c'est quand même un budget qui est conséquent. Oui. J'ai regardé là, pour moi, c'était l'ordre de grandeur, c'est à peu près 1,2 kg euros, donc ça fait quand même quelque chose. On voit le gars qui bosse dans l'industrie, je veux dire, toi, c'est... Alors, 1200 euros, effectivement. Ouais. On est à 1,2 K là. Au mètre carré. Oui, non, mais c'est ça, ouais. Ça coûte très très cher. Et ça coûte assez cher, et du coup, moi pour l'instant, j'ai pas les finances. Ouais. Le monde du jeu me rapporte pas de manière à ce que je puisse me dire, allez hop. Aurical qui est pas encore sorti, quoi. Peut-être. Voilà. Et donc du coup, c'est dommage parce que effectivement, ça me fait 3 sorties et un Kickstarter qui démarre pour Essen. J'y serais bien allé, mais là, ça va être compliqué pour cette année. Ouais. Tu veux pas faire un effort? Comme ça, la prochaine fois que tu viens, on peut te poser la question. Juste, fais-le pour nous. Du coup, plutôt Cannes. Bah du coup, ouais, voilà. Cannes, j'aime bien. Je l'ai fait 5 années. J'ai fait depuis 2018. Je l'ai fait à chaque fois. Du coup. Mais alors, quel est ton budget Cannes alors? Budget Cannes, je suis. Parce que si tu dis c'est 1200 pour Essen, tu estimes à combien? Pour Cannes, on est à 500 euros en fait. Ah, moitié. 500, 550. Ouais, parce qu'il n'y a pas le voyage. Enfin, si, il y a le voyage, mais pas de la même façon. Ouais. Moi, en tant qu'auteur de BD, quand je participe à un festival de bande dessinée, c'est toujours que l'éditeur m'invite. Hein. C'est vrai qui me défraie. Ouais. C'est vrai qu'effectivement, s'il y avait des éditeurs là, sur les 3 jeux qui m'avaient proposé. Vous m'avez proposé Nous, on a proposé de défrayer même. Ouais. Non, mais déjà c'est pas mal. On propose à chaque fois aux auteurs et illustrateurs de défrayer, mais de défrayer, c'est difficile de payer tout l'hébergement, tout le déplacement. Surtout les seuls, ça. Par rapport rapport à des ventes que tu fais, on comprend que c'est hyper difficile, que c'est des gros budgets quand t'es un particulier. On propose de défrayer, mais souvent ça représente pas grand chose parce qu'en fait c'est. C'est quoi la différence entre défrayer et inviter? Pour le trajet. Défrayer, c'est juste les trajets? C'est hyper difficile. Alors oui, c'est participer aux frais, on va dire, d'une manière générale. Mais il n'y a pas vraiment de trucs qui sont actés. Je regardais là juste après Cannes, je suis tombé sur des articles justement parce que c'est un sujet qu'il faut traiter correctement. Sur comment ça se passe dans la BD, comment ça se passe dans le livre, quel est le. C'est pas vraiment un salaire, mais en même temps. Quand par exemple tu fais une heure de dédicace tous les jours, tu peux pas non plus te dire bah tiens on te propose 500 € pour financer ton trajet alors que tu vas faire une heure de dédicace chaque jour.
il y a des trucs, c'est à la fois ça fait plaisir aux joueurs, à la fois quand l'auteur ou l'illustrateur fait une dédicace, à la fois ça met le jeu en avant, mais à la fois il y a aussi des budgets et le nombre de ventes que tu fais sur un salon, ça correspond à ce budget, enfin tu vois. Et donc du coup tu peux donner une petite somme mais qui en fait est dérisoire quelque part parce que le temps il n'est pas beaucoup et qui n'est pas suffisant. Enfin, alors on propose de défrayer mais c'est rarement suffisant, tu vois, on est très loin des 1200 euros. Oui, non, c'est très très compliqué et puis ça va dépendre des pays parce qu'il n'y a pas cette culture en France notamment de payer les auteurs. Je sais que, alors Bruno, je sais pas comment tu te débrouilles toi, mais Ludovic Maublanc il paye son hôtel alors que c'est un auteur peu connu. Moi c'est très simple, ça fait plus de 20 ans du coup que je vais à Essen chaque année. Enfin, je suis pas allé l'an dernier pour les raisons, les 2 dernières années pour les raisons qu'on sait. Et en 20 ans, à 2 exceptions près, j'ai toujours payé la totalité. Oui. Ouais. Et ces 2 exceptions près, elles sont liées à Repoprod, c'est-à-dire l'année de la sortie de Seven Wonders Duel et l'année suivante de l'extension de Seven Wonders Duel. À ce moment-là, Repo m'a contacté en me disant on t'invite, voilà. Donc je suis arrivé avec la chambre d'hôtel, voilà, etc. Mais c'est les 2 seules fois où j'ai été invité. Ah, voilà. Et pour le coup, nous, on en rêverait, mais tu vois, tout de suite, t'es pas sur le même genre de calibre de sortie, quoi. Ouais. C'est compliqué pour tout le monde, et même pour nous, pour un monde de jeu, Essen, c'est vraiment compliqué, surtout qu'on n'y va pas vraiment, on va pour travailler d'une certaine manière, mais on va pas produire des choses là-bas. Non. Donc c'est un budget qui est énorme. Je sais pas comment financer ce genre de choses, mais c'est valable pour tout le monde. Aussi, c'est un budget qui est important. Après, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir l'absorber. Il y a 10 ans en arrière, je ramais pour l'absorber, mais j'estimais que c'était important de le faire, tu vois. C'est ce qui m'a permis aussi de nouer un relationnel et tout ça. Et après c'est très clair. Si certains éditeurs proposent quelque chose en défraiement, alors je vais leur accorder plus de temps. Oui. J'ai été invité, par exemple, j'ai été invité 2 fois les 2 premières années à la Gen Con par Asmodée US à l'époque où c'était Christophe Arnoux qui s'occupait d'Asmodée US. Là, j'y suis allé tout frais payé. C'est-à-dire, j'ai reçu mon billet d'avion, j'étais payé à l'hôtel là-bas, la bouffe était prise en compte, etc. Par contre, du coup, j'ai fait de l'animation non-stop de 10h du matin à 18h. Parce que j'estimais que c'était normal d'offrir cette prestation-là par rapport à ce que l'éditeur m'offrait de l'autre côté. Après, c'est donnant-donnant. Oui, bien sûr. Ouais. Bon, c'est un débat là-dessus, c'est compliqué, mais les auteurs sont aussi une richesse du monde du jeu, donc on sait que de toute façon, c'est un problème. C'est plus simple pour les amateurs d'une certaine manière. C'est un problème compliqué parce que moi je me mets à la place de l'éditeur, il peut pas se permettre d'inviter tout le monde non plus. Tu vois, je vais te dire en plus, quand nous on est à Essen, on passe beaucoup de temps à voir des auteurs pour qu'ils nous présentent des jeux. C'est un moment où tu as pas mal d'auteurs, pas mal d'éditeurs, tu vois. Et donc nous on est aussi contents qu'il y ait des auteurs qui sont là-bas, puisque si les auteurs vont pas là-bas, c'est moins facile de les rencontrer. Voilà, pas évident. On essaye quoi. On va passer à notre traditionnel jeu des enveloppes. Tu l'as déjà fait, je crois, Bruno. Non, je tu l'as jamais fait. Avec tous les canapés que tu as fait, tu n'as jamais fait le jeu des enveloppes. Mais parce que vous m'invitez presque jamais. Alors, comme d'habitude, on va vous passer des enveloppes avec des jeux à l'intérieur, des images de jeux. Et vous allez pouvoir répondre à ces 3 questions qui apparaissent à l'écran. Donc vous allez choisir si, j'ai dû le faire une fois. Un jeu pour chaque question. Un seul jeu parmi ceux que j'ai présélectionnés à l'avance. Et un seul jeu et vous n'avez pas le droit de prendre deux fois le même. On a tous les mêmes tous les mêmes jeux. Voilà, ça change à chaque émission, on s'amuse et c'est l'occasion de parler de jeux que j'ai pas prévus dans le fil conducteur. Alors on va commencer par la première question, le jeu qui aurait mérité un As d'or, c'est un classique. On verra si on renouvelle nos questions pour la saison 12 du canapé. Là on reste sur celle-ci, c'est une façon de parler, c'est aussi une façon de mettre en avant le prix principal du marché français. Quel jeu que tu as choisi, Clément? Je t'ai désigné comme premier joueur. J'ai choisi Seven Wonders Duel. C'est vrai qu'il l'a pas gagné l'As d'or. Et j'ai été étonné du coup de le voir dans la liste. Alors, je n'ai pas du tout tous les As d'or en tête, je pensais qu'il l'avait gagné. Non. Alors je crois pas qu'il y en ait qui ont l'As d'or dans la liste que j'ai mis, mais déjà pour une bonne raison, c'est que c'est un jeu à 2. Alors non, c'est pas la bonne raison. J'étais dans le jury cette année-là. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est dans le sens que de façon générale, dans les prix généralistes, on va dire, comme l'As d'or ou comme le Spiel, il n'est pas impossible du tout qu'un jour un jeu à 2 l'emporte. Ouais. Pour autant, c'est une difficulté supplémentaire parce que généralement, les jurys aiment bien mettre en avant des jeux qui se jouent, y compris en famille. Et du coup, forcément, quand tu pars avec un jeu à 2, déjà, tu as moins de chances de base qu'autre chose. Peut-être que ça aurait été plus simple maintenant avec la catégorie. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'un jury, de toute façon, c'est un groupe, donc ça va dépendre du groupe en question. Et d'autre part, c'était difficile
de choisir pour le prix grand public un jeu à 2, tu as raison, tu as raison de le dire, c'est plus facile d'une certaine manière dans cette catégorie initiée qui s'y prête en plus, qui correspond souvent au jeu à 2. L'année de Seven Wonders Duel, il était en lice avec des jeux qui étaient exceptionnels cette année-là, donc une concurrence incroyable, le jury avait adoré, mais il y avait Pandemic Legacy, il y avait Time Story, c'est Pandemic Legacy qui a gagné, et il y avait Time Story, donc c'était un choix parmi ces 3 jeux-là. Et puis c'est Pandemic Legacy, c'est un choix, c'est un très bon choix. Mais c'était 3 jeux primables, mérités, enfin ils ont été sélectionnés, donc déjà ils ont été mis en avant. Non mais c'était une sacrée année. Ouais, c'était extraordinaire cette année-là, c'est un crève-cœur d'en choisir un, mais c'était, en publiant la liste, il y avait une fierté aussi. Tu as choisi quoi, Johan ? Exactement la même chose en fait. Pour moi, c'est vraiment le jeu qui m'aide parmi toute la liste. Hein. Il y a une belle liste là, mais je vais pas me faire jury d'une liste. Qu'est-ce que vous avez fait, Martin ? Non, Pandemic Legacy, excuse-moi. Mais... Non, mais c'est pour ça. C'est qui aurait eu le deuxième As d'or ? Oui, peut-être. Du coup, effectivement, c'est ça. En fait, c'est la question qu'on pose là. C'est pas de dire à la place de quoi, c'est en plus. Donc effectivement, un As d'or bonus. Bruno, t'as choisi Seven Wonders Duel ? Pas du tout. C'est vrai ? Je m'attendais à ce que tout le monde le prenne. Non, moi j'ai choisi Abyss. Abyss, c'est vrai, qui a été sélectionné aussi. Oui, j'ai choisi Abyss. Je dis pas qu'il l'aurait mérité, je dis que j'aurais aimé l'avoir avec Abyss, parce que je trouve que c'est un jeu qui continue aujourd'hui et qui a certaines qualités, en tout cas, de mon point de vue. Et surtout, je pense qu'aujourd'hui, justement, tu reviens sur cette catégorie initiée, je pense qu'il aurait eu là aussi plus de chance dans une catégorie intermédiaire parce qu'il n'est ni expert, ni grand public, et donc il a un peu une between, ce qui correspond au jeu que moi j'ai envie de faire parce que c'est ce que j'aime jouer. Et du coup, aujourd'hui, un jeu de ce calibre-là aurait sans doute plus sa chance. Mais en fait, c'est tous ces jeux qui ont fait, j'imagine, au final, que le jury s'est posé la question. En disant, au bout d'un moment, il faut peut-être créer cette catégorie, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sont inclassables. Moi, j'étais vraiment contre cette catégorie, je l'ai toujours dit, mais pour des raisons de presse. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de communiquer quand on a un gagnant. Un seul prix. Mais sur le canapé, quand on discute avec les spécialistes du jeu, il faut reconnaître qu'elle répond à une attente de la part des joueurs, un peu spécialisés. Et puis, ça m'aurait fait plaisir aussi de pouvoir partager ce succès avec Charles, qui mérite une reconnaissance, et qu'il n'a pas obtenu au niveau des récompenses, j'entends, aujourd'hui, et ça aurait été chouette pour lui aussi. Et puis la version Conspiracy aussi, je l'adore, la petite version, elle est super, publiée par Bombis dans une boîte métal. C'est un de mes jeux préférés. Sébastien. Moi je me suis autorisé à mettre The Loop. T'as le droit. Même si c'est plus pour troller qu'autre chose, enfin c'est pas. Mais j'aurais. C'est vraiment. Après c'est un projet sur lequel j'ai un affect vraiment particulier parce qu'on a passé beaucoup de temps à écrire aussi sur l'univers du jeu et tout ça, donc je pense que ça joue aussi sur mon affect avec ce jeu-là, et je suis très content de la façon dont le développement s'est terminé aussi. C'est un projet que je trouve c'est bien goupillé. C'est vrai que l'année, c'était quand c'était l'année dernière, en 2020. En 2021. On aurait. Je me dis, on aurait peut-être pu être nominé. Voilà. Nominé, c'était un peu le truc, vu que le jeu avait quand même vraiment eu un gros petit buzz, écho sur le démarrage et tout ça. C'était un petit regret sur le moment de ne pas être nominé, mais après on voit aussi la sélection qu'il y avait. La sélection qu'il y avait, il y avait que des coops. C'est l'année où il y a The Crew, il y a Paléo, en jeu enfant, je crois que c'est 3 coops. Je sais pas s'il y a pas Moi je trouve que c'était presque trop. Mais bon. Il y avait quasiment que des coop. Il y a beaucoup de coop. Moi qui suis pas très coop, je me suis dit cette année je jouerai. De toute façon, on n'aurait pas pu gagner contre The Crew, je pense. Peut-être dans cette catégorie-là, mais c'est pas la même catégorie que The Crew, si ? Si, je crois que c'était ça. C'était expert. The Crew était un expert. D'où la catégorie initiée. Oui. Et il y avait Paléo, The Crew et. Si, Léo, il était. Je sais plus. Truc Island ? C'est pas cette année que le. Spirit Island, c'est pas cette année qu'il est nommé Spirit Island ? C'est possible. Et qui gagne en expert ? Non, parce que c'est The Crew qui avait gagné. Non, The Crew, donc si c'est en face de The Crew, c'est mais je crois qu'il n'y a pas de catégorie initiale, oui, donc en fait il y avait 3 catégories. C'était The Crew, Paléo, et il y avait un jeu enfant. Initié aussi, je crois. Il y a quoi ? Il y avait quand même initié aussi, non ? Non, initié, ça c'est la première fois. Ah, d'accord. Voilà. En tout cas, tu as raison de mettre en avant aussi un jeu que vous avez fait parce qu'il n'y a pas de prétention là-dedans. Mais si vous éditez un jeu, c'est que normalement vous êtes un petit peu convaincu par sa pertinence. Oui. Et là aussi, de la même façon, si The Loop avait été nommé et l'avait emporté, ça m'aurait fait particulièrement plaisir pour Théo. Oui.
Qui n'a pas reçu de prix encore pour l'instant à l'As d'Or. Qui n'a pas reçu de prix à l'As d'Or, exactement. Il a eu des prix avec la Maison des Souris, au GB, il a eu le prix GBL, il a eu un autre prix, je sais pas ailleurs, je sais pas. Il a été nominé. Oui, si je peux me permettre quand même, la nomination, c'est un prix. C'est une récompense. Il y a tellement de jeux qui sortent. Mais je suis 200% d'accord avec toi. C'est pas ce dont on se souvient. C'est dommage, parce que arriver à se placer dans les jeux sélectionnés... En tant qu'auteur, tu dois t'en souvenir. Il faut que le grand public s'en souvienne pas, c'est une chose, mais rien que le fait... Moi, pour te dire, on avait, avec Trek 12, on a été dans la liste des recommandés du Spiel. Donc, ça veut dire que la grande majorité des gens ne le voient pas. Mais rien que le fait d'accéder à ça, pour moi, c'est une vraie satisfaction, c'est une vraie reconnaissance. Je me dis, putain, c'est cool en fait, vraiment. Nous aussi avec Paper Tales, mais c'est vrai que c'est des trucs que personne ne relève en fait. Mais pour ton travail à toi, je veux dire, ça doit te nourrir en fait. Il faut te dire, c'est cool. Théo, donc, il a été sélectionné notamment pour Draftosaurus. Après, j'ai pas tout en tête, mais oui, effectivement, il laisse une trace qui est importante, donc c'est logique au bout d'un moment que ça se voit aussi dans les palmarès. Mais bon, la logique. Non, mais de toute façon, Théo primé demain, après-demain, c'est incontournable. Oui. Incontournable. On va enchaîner avec le jeu sur lequel vous avez un regret. Cette fois-ci, on va commencer par Johan. Allez, moi j'ai... Mon regret, c'est ce coup de cœur que j'ai pour Kanagawa. Oui. Moi j'ai vraiment un coup de cœur pour ce jeu. Quand je joue, en fait, je le découvre. C'est un copain qui... Donc le midi, on joue et tout ça. Et chacun amène un petit peu, voilà, il pitch le jeu. Je dis, oula, ça me plaît. Et je vois tardivement qu'il y a ton nom dessus d'ailleurs. Donc en fait, là pour le coup, je mets pas le nez dedans. C'est marqué dans le titre, Bruno Kanagawa. Je joue et pour moi il y a une forme d'évidence et je fais mais comment ça fait que je connais pas ce jeu en fait, c'est pas possible quoi. Donc on rejoue et je me dis mais c'est pas vrai. Et donc du coup après je me rappelle en avoir parlé aussi avec Charles en disant mais c'est vrai. Et Charles un peu comme Crève-Cœur me dit bah oui il s'est passé pas aussi aperçu que ce que j'imaginais et tout. Et moi je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi ça m'a réglé, je me dis mais comment ça se fait que Kanagawa n'est pas beaucoup plus explosé que ça, parce que du point de vue thématique dans ce qu'on fait dans le jeu et tout ça, c'est tellement fort. Graphiquement c'est magnifique. Graphiquement bien évidemment. Et moi du coup je le recommande beaucoup à des gens qui par exemple disent alors moi j'aime bien le jeu et tout, et moi ce que j'aime bien c'est le côté artistique et tout ça. Et donc en fait Kanagawa à chaque fois je dirais essaye. Alors après tu dis le jeu il a pas etc. Il faut quand même savoir dans notre domaine qui est hyper concurrentiel, où les jeux s'éteignent très très vite, etc., que ce jeu a quand même duré peut-être 5 ans, quand même, et qu'on a fait quelques 50 000 boîtes. Ah bah oui, c'est pas... Donc si tu veux, ça reste quand même quelque chose qui pour moi, ça fait partie des jeux qui ont déjà décollé. Mais moi j'aurais attendu au moins 4 fois plus. Quoi. Ça c'est mon ressenti d'auteur et joueur, en disant, moi à mon avis ça aurait dû être plus fort là-dessus. Et 50 000 boîtes, dans le domaine du livre, on adorerait les faire à chaque fois. Même dans le domaine du jeu, on adorerait les faire à chaque fois. Attends. Quel jeu as-tu choisi, Bruno? Moi j'ai choisi Yamatai. Yamatai, que tu as co-signé avec Marc Paquin, parce que justement c'est cette histoire d'amitié et puis de travail avec Marc, avec Days of Wonder. Et en fait ce que je voulais signaler par rapport à ça, c'est que pour moi le jeu s'est éteint trop vite. Et en fait, c'est les avantages et les inconvénients de travailler avec une petite structure ou une grosse structure. C'est-à-dire que clairement, ce jeu-là, on l'aurait fait avec un éditeur de taille plus modeste, et c'est pas péjoratif, de type Lumberjack, de type Catch-Up, ou même de type Bombix. En fait, ce jeu-là continuerait sa vie. Sauf que là, on était avec un gros éditeur, et pour nous, quand tu signes avec un gros éditeur, c'est super, c'est génial. Ça te donne une visibilité, tout ça. Il y a eu un tirage de 15 000 boîtes, qui est déjà pas mal. Voilà, donc c'est génial. Les 15 000 boîtes ont été vendues, mais pour eux pas suffisamment vite. C'est-à-dire qu'il aurait fallu qu'elles soient vendues en 6 mois. Elles se sont vendues en 1 an, donc ils n'ont pas réimprimé. Mais n'importe quel autre éditeur, les 15 000 boîtes en 1 an, il aurait réimprimé 15 000. Et donc mon regret, c'est que ce jeu, aujourd'hui, ne vive plus, alors que voilà, il avait un vrai avenir, et que ça aurait été un Abyss, par exemple. Et ben Abyss, chez un éditeur comme ça, il aurait été arrêté, alors qu'aujourd'hui le jeu il continue, et qu'on est à 100 000 boîtes, et que, enfin tu vois, je veux dire, c'est... voilà. Est-ce que ça veut dire que ça pour toi c'est un jeu qu'on va revoir un jour? J'en sais rien, parce qu'il y a tellement... Moi j'aime bien, quand j'ai l'opportunité, pouvoir donner une deuxième chance au jeu. Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce qu'un jour quelqu'un s'y intéressera naturellement? Est-ce que nous-mêmes on va refaire un travail? J'en sais rien. Mon regret, c'est simplement que je suis ravi du travail qu'on a fait ensemble, je suis ravi du jeu, tout, hein, même de l'édition en tant que telle. Mon regret, c'est qu'il soit arrêté de façon brutale,
alors qu'il avait encore potentiellement il aurait mérité de continuer. Oui, parce que l'édition elle est parfaite, donc il refaire une édition super. Voilà. Clément. Moi c'est Fertility, qui est un jeu de Cyril Leroy qu'on a édité, je ne sais plus en quelle année. Peut-être 2018, je dirais. C'est assez au début de l'histoire quand même de Catch-Up, non, ça c'est après Q-Birds par exemple. Ouais, d'accord. Donc je dirais 2018-2019. 2018, ouais, je crois. 2018 c'est pas un jeu qui s'est mal vendu, je pense que au final, quand on l'exporte, on a dû faire 12 ou 15 000 exemplaires, ce qui est ce que nous on espère faire, qui est déjà sur chaque jeu. Ouais. Ce qui est déjà un peu ambitieux quand tu as une petite maison d'édition. Mais en fait, je pense qu'il est un peu passé sous le spectre. Je pense qu'il est hyper cool mécaniquement, mais qu'il a pêché sur l'édition. Et notamment que c'est un jeu qui était trop cher et pas très bien édité. Et je pense que ça lui a gâché un peu sa carrière. Voilà, parce que je trouve que c'est assez efficace en termes de jeu de découverte de la gestion. Ça marchait très bien. Et Sébastien? Moi, j'ai mis Sol. Ah. Sol qui est un jeu, donc c'est notre deuxième jeu. Oui. 2016. Et après, bon, c'est toujours difficile de te dire si tu projettes des chimères sur des potentiels, sur des propositions. Mais cette proposition, elle était assez forte. Oui, avec beaucoup de développement. Par contre, et je pense que notre inexpérience dans l'édition, dans le développement, alors je pense que ça se voit pas trop. Visuellement, parce que là aussi Nayad il avait fait un travail visuellement et il y avait sur le matériel, il y avait je suis content de ce qu'on a fait sur les étages, sur le relief, sur le plateau. Par contre, en termes de positionnement du jeu, je pense que Clément sera d'accord avec ça, on a travaillé le jeu d'une manière, on était encore trop gamer dans notre logiciel de pensée, et il y a trop de règles, il y a trop de choses pour ce que ce jeu propose, et du coup ça l'empêche d'être ce party game pour même en disant pour joueurs, ce petit jeu sympa où on va se poser autour d'une table en équipe et avoir une proposition cool, mais il y a un peu trop de règles et c'est un frein pour un jeu de ce type-là, et je pense qu'on a raté ça sur ce jeu par rapport à ce potentiel de fun qui était chouette dans le jeu, et en plus le travail d'illustration qui était cool pour la mise en ambiance. Je pense qu'il y avait quelque chose, et voilà, on est un peu passé à côté de notre faute sur le développement, sans savoir si on aurait réussi par rapport à la proposition initiale parce que c'était quand même déjà un système de points d'action et tout ça, et est-ce qu'on arrive vraiment à faire quelque chose de familial à partir d'un système comme celui-là. C'est un questionnement, mais en tout cas c'est un questionnement que ça vous a servi aussi pour le parcours. Oui, c'est un bon cul entre deux chaises. Mais d'ailleurs c'est le cas de nos premiers jeux en fait. Sapiens, qui est le jeu d'avant, il est trop complexe aussi pour ce que c'est. Freak Shop, qui aussi un peu d'après, il est un poil trop complexe. Ça fait partie de l'expérience, c'était nos premiers jeux et on s'est peut-être amélioré. Ça fait partie du parcours. C'est ça. On va passer à la dernière question de ce formidable jeu des enveloppes. Le jeu auquel vous auriez envie de jouer là tout de suite. Alors il va falloir que vous rentiez derrière, je suis désolé, mais on aurait envie de se mettre directement à la table et de passer un bon moment. On a fait pas mal de tournages, donc il y a aussi le plaisir de jouer. Malgré tout, quel est le jeu auquel vous auriez envie de jouer? Je vais te donner la parole, Clément. C'est vraiment une blague, c'est Q-Birds, parce qu'il se trouve qu'en ce moment je joue énormément à Q-Birds sur BGA. Ouais. Oui, on l'a vu. Moi je dis oui, le tournage, je finis ma partie de Q-Birds, je joue encore facile une vingtaine par jour. Et je suis pas mal, là, je commence à rentrer dans les classés. Ah. Et j'ai l'objectif d'arriver dans le top 10 quand même. C'est ton objectif. Je suis un peu... Voilà. Sébastien? Moi je vais pas hésiter avec le choix de l'audace pour Auricalc et honté. Mais sincèrement, ouais, c'est un jeu en plus qui, comme ça fait partie de ces jeux qui nous ont pas épuisés sur le développement. C'est un jeu que j'ai encore bien envie de jouer et de creuser, et à chaque fois là qu'on a fait des parties dernièrement, je me suis dit c'est pas, voilà, j'ai envie d'y revenir, j'ai envie de, il y a vraiment ce format qui pour moi, et cette expérience de jeu qui pour moi est dans mon envie actuelle pile poil. Ah, moi aussi, hein, là on y a joué ensemble pour faire la vidéo, on n'a pas joué avec Sylvain, j'ai hâte qu'on y joue ensemble, Sylvain, qu'on fasse une petite partie
de Recalque, donc on va surveiller la sortie, on a hâte. J'ai pas encore beaucoup gagné, ouais. Non, mais en plus, Seb, il était pas chef de projet sur le jeu, donc il a fait encore moins, moins de parties que moi. Ouais. Et donc c'est souvent qu'il dit, ce serait cool qu'on y joue là, si on avait le temps. Des fois, on dit, non, il n'y a pas de nouvelles choses, tout va très bien, Sébastien. Pas la peine. Retourne dans ton bureau, on t'appellera quand il y a quelque chose de notable. Johan, à quel jeu as-tu envie de jouer là maintenant, tout de suite? Tout de suite, bah en fait, comme tout le temps en fait. Myrmes, forcément. Je l'ai mis juste pour toi. Hein. Ouais, écoute, c'est sympa. Non, Myrmes, quand j'ai découvert, pour moi, c'était ça. Moi, j'aime jouer à ce type de jeu-là. Il y a de la programmation, du simultané. Pour moi, j'aime beaucoup les jeux qui sont de type réaliste. Donc, enfin, réaliste, on incarne comme des fourmis, hein, quelque part. Mais par contre, c'est assez juste. Hein, on met des phéromones, on va chercher les cubes de bouffe, etc. Ça reste un cube en bois. Mais pour moi, dans ce qu'on fait, j'ai l'impression de gérer vraiment une fourmilière. Ça marche pour moi. Et donc, le thème marche. La gestion est pure. Et pour le coup, il y a beaucoup d'affrontements. Parce que moi, je l'ai joué beaucoup à deux. Sur Internet aussi. Et donc là, c'est un affrontement. Pas trop au début, je trouve. Pardon ? On le voit pas trop au début dans le jeu. Sur les premières parties, on n'est pas trop dans ce truc d'aller prendre les territoires aux autres et tout ça. Et après, quand on rentre dans cette dimension-là, je trouve que c'est vraiment, vraiment passionnant. T'acceptes de te faire envahir, donc t'es responsable aussi des attaques des autres. Quand tu joues à haut niveau, là, moi que j'ai essayé de jouer sur des trucs de classement et tout, tu faisais même des simulations pour voir qu'est-ce qui était possible et tout, ça monte très haut. Et donc le jeu, il est extrêmement profond, malgré, quand tu vois ça. Et c'est ça qui m'a surpris en fait. Et après Myrmes, j'ai basculé sur d'autres jeux, j'ai essayé d'autres jeux comme Terra Mystica, etc. D'autres trucs de gestion lourde, ça. Mais du coup, mon entrée de gamme, c'est ça. Et du coup, j'y reviens toujours avec plaisir sur une petite partie de Myrmes à 2. C'est quand vous voulez. Écoute, alors moi déjà avec plaisir parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué et c'est aussi dans mon top 5 de mes jeux préférés. Et on a Johan qui vient au chalet, qui là dans quelques jours qui va faire un canapé. Donc si tu as un message à envoyer à Johan, sache que de toute façon on diffusera après qu'il soit venu. Donc ça sert à rien. Donc ça sert à rien. Mais il le verra. Non Johan, mais j'en avais parlé d'ailleurs avec Bertrand qui me disait bien le connaître. Ouais. Et donc il y avait l'envie d'essayer de se rencontrer, discuter ensemble et tout, ça s'est jamais fait pour l'instant. Donc voilà, mais si vous ne loupez de rien, hein, parce qu'il arrive demain soir. Il arrive demain soir. Oh voilà, mais ouais, l'idée en tant qu'auteur, ce serait aussi de discuter avec lui et puis voir si ça match. Il est à Vichy. Donc je pense que vous pourrez échanger là-bas, ça serait très. Il faut quand même dire à Johan que la dimension de déduction est un peu faible dans ce jeu-là, quoi. Il fait beaucoup de jeux de déduction là actuellement. Je sais. Oui, je crois qu'il y a un projet en cours sur Myrmes. Enfin, j'espère en tout cas. Il me semble avoir parlé. On mélange un peu les pinceaux, mais il me semble bien qu'il y a un truc qui est en route. Mais je sais pas comment on peut en reparler. Non, je ne sais plus ce qu'on a le droit de dire ou ce qu'on a déjà dit. Donc on n'a pas le droit d'en dire plus. En tout cas, l'ancienne édition est à vendre. Très officiellement, à la France entière, je veux adresser ce message. Johan, le prochain coup que tu viens, on se fait une petite partie de Myrmes avec grand plaisir. Moi, je suis toujours partant. Super. Bruno, on finit par toi. À quel jeu as-tu envie de jouer là tout de suite? Pour Michel. Ah bah voilà. Et pas parce que c'est ce qu'on est en train de faire là maintenant au niveau des vidéos, etc. Il s'avère que moi j'ai un rapport à mes jeux qui est pas simplement je fais un jeu, je le signe. Ouais. Les jeux que je signe, je continue à les jouer longtemps après leur sortie. Et pour moi, c'est toujours une fête au moment où je sors parce que c'est le moment où je vais le redécouvrir, où je vais le rejouer, etc. Et là, maintenant, on a découvert tout à l'heure le matériel définitif au travers de la première boîte qui a été ouverte. Ouais. On n'a encore pas nos boîtes parce qu'elles sont pas arrivées, tout simplement. Donc là, on avait encore un sample. C'est un peu frustrant pour nous aussi au chalet, là. Et en fait, moi, j'ai qu'une hâte, justement. J'ai envie de rejouer à ce jeu-là avec la boîte définitive, à la maison, avec les copains, avec ma compagne, sur les salons, à le démontrer, etc. Et voilà. Donc oui, c'est à ça que j'ai envie de jouer maintenant. C'est vrai que j'étais déjà tombé sur BG Stats, tu avais diffusé sur ton Facebook ton BG Stats et j'étais assez surpris de voir que finalement c'est vrai que tu jouais énormément à tes jeux. Exactement. Par rapport à certains auteurs avec qui j'avais déjà discuté, qui me disaient généralement ils en ont plein la tête de leurs jeux parce qu'ils ont beaucoup travaillé et ils passent à autre chose. Non mais parce que moi j'ai souvent dit et c'est une réalité, j'ai un plaisir égoïste, c'est-à-dire que je fais des jeux pour moi, je fais les jeux que j'ai envie de jouer. Et donc comme c'est les jeux que j'ai envie de jouer, je les joue. Est-ce que c'est pas le moment de signaler qu'en ce moment même sur BGA, sur Sea Salt and Pepper, tu es numéro 2. Je suis numéro 2 mondial. Donc ça a changé avec la diffusion du canapé, on ne sait pas quand on va le diffuser, mais... Sylvain, est-ce que c'est pas le moment d'une question? D'un petit plus tôt? Oui. Ouais. Avant qu'on arrive à la fin de cette vidéo, il nous reste 2 à passer. Ah, il est formidable ce jeu des Pluto. Vraiment, on s'amuse beaucoup. C'est bon, on va continuer. On va avoir des nouvelles idées du chalet. Ah, il y en a tant que ça. Plutôt figurine ou meeple. Ah.
Ça, c'est une question de fond. Pour l'instant, on a eu des gros dilemmes, et maintenant... Là... Ouais, moi, c'est largement Meeple. Je suis pas... je viens... Le jeu de société, j'y suis rentré par le cube en bois, par tous les jeux de gestion, et je suis pas du tout... En plus, globalement, quand je joue à un jeu, le thème, je m'en fous. Donc figuré, pas trop, quoi. Après, des fois, je fais des petites incartades, tu vois. J'ai Super Fantasy Brawl chez moi que je trouve hyper bien et qui, pour le coup, est vraiment orienté jeu de figues. Mais oui, moi, je suis clairement jeu de gestion. Voilà. Largement Meeple. Ok. Merci. On arrive tranquillement sur la fin de cette vidéo. On va regarder quand même les projets qui vont arriver, alors que ce soit chez nos auteurs ou chez nos éditeurs. Il y a pas mal de projets qui sont en cours de route. Alors déjà, on a très peu parlé de Paper Tales. Il y a une nouvelle boîte qui arrive. L'édition intégrale. L'édition intégrale, exactement, qui reprend le jeu, mais il y a un peu de nouveauté à l'intérieur aussi, sur ce jeu. Et on ne l'a pas cité tout à l'heure, mais il y a une petite extension qui sera vendue séparément. C'est ça, ouais. Pour... Vraiment, on n'était pas dans l'optique d'inciter ou forcer la main à ceux qui ont déjà investi dans le jeu de base et la première extension, de maintenant passer à la caisse pour se refaire l'intégrale. Donc on voulait vraiment sortir en même temps une extension, à part, voilà, qui matchera au niveau des éléments esthétiques comme les jetons H par exemple, le design de la première édition. Parce que sur l'édition intégrale, il y a certains éléments qui changent un peu. Quelques éléments cosmétiques qu'on a. Donc là, on a tourné une vidéo, vous aurez l'occasion de redécouvrir, si vous ne connaissez pas encore, l'excellent Paper Tales. C'est fort, j'ai les gens de l'extension, ouais. Et ce sortira en même temps que l'édition intégrale, qui arrivera fin d'année, début décembre, quoi. Bruno, tu as une autre actualité avec Sea Salt and Pepper. Tout à fait, chez Bombix avec Théo Rivière, là aussi. Donc un petit jeu de cartes rapide à prendre en main, de famille Rami, Anafuda, gestion, collection, prise de risque. Et qui a la particularité d'être origamé, c'est-à-dire que ce ne sont pas des illustrations, mais des origamis créés spécifiquement qui ont été pris en photo. Ce qui donne une atmosphère segmentante, hein. On peut ne pas aimer, mais par contre, quand tu rentres dedans, c'est magique. Je trouve ça magnifique. Ouais, moi je trouve ça très impressionnant, et puis c'est chouette en fait. Ouais, plus que là, c'est chouette. On en parlait tout à l'heure avec Q-Birds, mais c'est la même chose en fait, c'est le genre de jeu, tu as envie de rien que de le prendre en main pour voir un petit peu de plus près ce que c'est. Ah, j'ai un jeu de l'intrus qui vient se mettre là. Quel est l'intrus? Là, c'est le perroquet. Le bilboquet. C'est le totem. C'est le bilboquet, oui. C'est Yoann qui l'a repéré plus vite que vous, là. C'est bizarre, pourquoi tu l'as repéré si vite? Parce que j'ai fait un jeu sur la surface lunaire, un jeu sur les abeilles avec Bruno, et j'ai fait un jeu tout seul sur du coup. Mais est-ce que c'est pas le moment de faire ton coming out et d'expliquer au monde entier que c'est toi l'inventeur du bilboquet? Oui, alors, peut-être sur ma vie précédente, mais j'ai très peu de souvenirs, et la dernière fois que j'ai essayé de vraiment jouer avec, c'était la catastrophe. Hein. Alors, c'est l'occasion en fait de parler des autres jeux que tu fais parce que tu as une actualité qui est un peu chargée. Je suis en train de chercher sur mon téléphone les images qui correspondent à ces différents jeux. Tu as Rainforest notamment qui... Rainforest chez Funny Fox. Oui. Qui sort normalement mi-octobre. Oui. Voilà. Donc c'est un jeu familial où en fait il va y avoir un petit peu de bagarre, un petit peu d'affrontement où on va essayer de piquer les tuiles aux autres, gérer un petit peu ces jetons. Et l'idée là, c'est de reboiser une partie de la forêt primaire. Et donc on va récupérer à la fois des portions de végétaux et des animaux qu'on va remettre dedans, donc avec des contraintes bien sûr, pour pouvoir essayer d'ajuster les choses au mieux et gagner des bonus pour faire ça avant les autres. Et puis il y a Moon. Qui va apparaître prochainement chez la boîte de jeu. Alors pas tout de suite parce qu'il y a un Kickstarter. Ouais, alors Kickstarter ce sera plutôt novembre. Hein. Oui, parce que là c'est marqué, j'ai pris une vieille image. Ouais, c'est marqué mai-juin, mais c'est pas du tout le cas. Tout à fait. C'est un jeu que j'ai fait avec Gilles, mon co-auteur initial, tout début. Oui, parce que c'est ton premier jeu. C'est mon premier jeu, et donc Gilles m'a suivi dans cette aventure. Et puis effectivement, on a fait ce jeu avec la boîte de jeu, et après derrière, donc c'est Miguel Colomba qui a fait des super illustrations. Là effectivement on voit la couve, mais après moi j'ai tout le reste des samples, et c'est magnifique, hein, c'est vraiment très très beau. Voilà, donc là c'est un énorme jeu de gestion avec des figurines. Là ici le but du truc, ça va être de programmer, de préparer des missions d'exploration à l'extérieur de la Lune. Donc on a une base lunaire et on va commencer à préparer les missions, les vaisseaux qui vont partir de la Lune,
avec donc du placement d'équipe. Pourquoi? Alors c'est quoi le placement d'équipe? C'est qu'on a des rovers et dans lesquels on va mettre des personnages qui vont avoir des spécialités. Et donc on va pouvoir upgrader ces Gugus, donc on va pouvoir upgrader à la fois les rovers et les Gugus eux-mêmes. Donc voilà, il y a tout ça dans ce gros jeu de gestion. Pour l'anecdote, Johan, nous on l'a rencontré sur ce jeu quand ça s'appelait Les Maîtres de Lazare. Ouais. Il nous avait contacté en disant je suis à Grenoble, je viens vous voir, j'ai un jeu à vous montrer, je fais 1 heure de route, pas de problème. Voilà, vraiment on le connaissait pas quoi, il nous avait montré son jeu, il était venu avec Gilles, c'était leur jeu, et on s'était pris, alors on avait dit non mais c'est trop gros pour nous, on fait pas ça, mais on s'était pris une tarte, on s'était dit, mais c'est qui? Ces personnes qui viennent, enfin qui n'ont jamais rien fait, que tu ne connais pas, et qui te fait un jeu de 2 heures et qui est ultra équilibré, qui tourne hyper bien, qui est aussi propre, et on s'était dit bah du coup... on rediscutera probablement à l'avenir avec Johan parce que ça avait l'air tellement sérieux dès le premier jeu. Enfin, c'est pas que ça avait l'air, on y avait joué, tu vois. Et effectivement, on s'est revus, tu vois. Et Aurical, c'est le premier jeu qu'il fait avec Bruno, c'est le premier jeu qu'on édite de Johan, mais derrière il y a Reverse avec Corentin. Ouais. Bah, le courant était tout de suite bien passé. Hein. Moi, quand j'avais discuté avec vous, les Ketchup, tout de suite il y a eu cette sensation où, effectivement, moi je cherchais à essayer de comprendre et à essayer d'amener le jeu vers l'édition, et donc du coup là j'ai eu des retours qui étaient hyper constructifs et tout. C'est aussi ce qui m'a aidé quelque part en fait à amener le jeu, enfin là c'est quand même une énorme bête, hein, à amener le jeu vers quelque chose qui finalement s'est beaucoup réduit et est devenu éditable quelque part, jouable et très maintenant relativement épuré pour un gros jeu de gestion, puisque on joue aux alentours de quasiment 20 minutes par joueur, donc finalement c'est quand même quelque chose que pour ce volume de jeu là se joue assez rapidement. On trouve un petit peu ça dans Rechalk, c'est pareil, on joue rapidement un gros jeu, ouais. Bah là c'est pareil, c'est encore plus gros, mais on joue aussi rapidement avec les joueurs qui vont pouvoir gérer la fin de partie, accélérer ou pas, ralentir. Voilà, donc effectivement. Toi tu as Splendor qui va sortir en fin d'année. Splendor Duel. Duel, pardon. Oui. Splendor Duel avec bien évidemment en co-autorat avec Marc-André, hein, ouais. Voilà, donc chez les Space Cowboys, et effectivement ça sort. Ça sera présenté à Essonne avec une centaine de boîtes par jour en vente, probablement pas plus. Et le jeu sort début novembre en boutique chez nous. Et voilà, c'est évidemment un gros projet, comme tu peux l'imaginer, un projet important. C'est un projet qui a pris un peu de temps, mais c'est un projet dont je suis hyper fier aussi. Il est très chouette. J'ai joué quelques fois et j'aime beaucoup ce jeu. Ouais. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler au chalet, peut-être plus tard sur notre chaîne. Tu n'es pas à l'abri dans cinquième canapé. T'as un autre projet, tu nous dis? Ouais, j'ai un jeu enfant 5 ans et plus chez Ozu qui sort. Je pense chez Ozu. C'est lui qui va sortir en premier, il va sortir début octobre. D'accord, ok. On l'a pas vu passer. On n'a pas les calendriers. Le jeu enfant c'est un peu particulier comme marché. Ouais. On n'a pas souvent la même communication que sur les jeux experts. Je l'ai pas vu passer. Puis eux, ils sont à la fois boutique et à la fois G16, donc ils ont un tronc de communication et de distribution qui est un petit peu différent. Et le titre c'est Le Prince des Ours. Ok. Je voulais terminer avec After Us. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ça a l'air très mystérieux. Je vois une tour Eiffel un peu abîmée. Florian Siporex, quoi. Florian Siporex, le seul, l'unique. Et Vincent Dutré aux illustrations. Ça, c'est un jeu qui sortira au mois de mars. C'est un jeu de deck building, mais c'est un système très particulier où tu assembles tes cartes pour créer des actions. Ça se passe en 2083, l'humanité a disparu depuis quelques décennies, mais on ne sait pas pourquoi. Et la nature reprend ses droits, et dans cette nature qui reprend ses droits, il y a les singes en fait qui poursuivent leur évolution, et on est chacun à la tête d'une tribu de singes qu'on essaye d'amener sur la voie de l'intelligence collective. C'est un deck building qu'on travaille depuis hyper longtemps avec Florian. Je dirais bien 4 ans au moins, mais il y aura plus. C'est simple en fait, quand on a signé ce jeu, Florian n'avait pas d'enfant, maintenant il en a 2. Ah oui, d'accord. Ce ne sont pas des jumeaux. Ils ont l'âge d'y jouer. Ils ont l'âge d'y jouer bientôt. Voilà. Et ça arrive enfin, ça se joue de 1 à 6 en 30-40 minutes. 1 à 600, c'est rare en fait. 1 à 6, ouais. Ouais, mais en fait le jeu est tout simultané. Et 1 à 600, donc tu peux y aller quoi. Après si t'achètes 100 boîtes, c'est ok. Pour une grande table. Ouais, voilà. Alors, en tout cas, là, moi j'en savais pas du tout sur ce jeu avant que tu commences à nous l'évoquer en termes de mécanique en tout cas, et rien que la couverture déjà ça me donne envie. Ouais, j'aime bien. J'aime bien Vincent Dutré de manière générale, mais ça me parle beaucoup. C'est vraiment un super boulot de Vincent Dutré, on est vraiment hyper content du résultat. C'est vraiment hyper chouette. En plus c'est la première fois qu'on travaille ensemble avec Vincent, et c'était vraiment une super collaboration. J'ai aussi l'impression d'avoir beaucoup appris. Il est hyper. Il a un souci du détail incroyable. Et il a un nom de famille surtout, Vincent Dutré, quoi. C'est comme Bruno du jeu, enfin ça se fait quand même. C'est fou quoi. C'est pour ça qu'il est illustrateur. Je pense que ça l'a aidé. Ouais.
Et on va terminer sur le dernier Pluto, alors Sylvain, ça sera la fin, le clou de notre spectacle. La pression. Tu veux vraiment que je pioche ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est ma bonne distance, bien sûr. Pluto ou Dingo? Voilà. C'est rigolo. J'avais une blague en me disant ça va tomber, mais ça ne tombe pas. C'est rigolo parce que tout à l'heure, tu disais si vous avez des questions pour la prochaine fois, je m'étais dit il faut poser ça. Tu voulais les questions. Ah bah trop tard, c'est pris. Je suis content que tu aies pris. Prends-en une autre. Ah bon? Ouais, mais réponds quand même Pluto ou Dingo? Plutôt, c'est plus sympa. Dis donc. Alors je sais sur laquelle t'es tombé. Là c'est pas un hasard. Je sais. Plutôt Bruno Catala, Bruno Fedouti ou Bruno Mars? Qu'est-ce que c'est que cette question? C'est pas moi qui les ai rédigés, hein, C'est pas moi non plus. Je peux pas choisir, mais c'est l'occasion pour moi de rendre hommage une fois de plus parce qu'il faut toujours le faire à Bruno Fedouti, qui aura été pour moi un mentor un peu, enfin qui m'aura aidé, en tout cas qui m'aura tendu la main à mon entrée dans le jeu de société. Et qui aura été une sorte d'accélérateur de particules incroyable. Il m'a fait gagner un temps fou. En l'espace de quelques mois, je connaissais tout le monde. Il a poussé mon premier proto alors qu'il ne me connaissait pas de façon totalement désintéressée. Et ça, je pense que ça illustre bien qui est Bruno Fedouti. Et c'est quelqu'un qui a eu, et qui a toujours d'ailleurs, une importance vraiment première dans l'industrie du monde du jeu de société. Ah oui. Et je pense que si le jeu de société francophone a aujourd'hui cette aura, c'est lié justement à finalement peu de personnes. C'est lié à quelqu'un comme Nadine Sol, voilà, qui contre vents et marées a toujours eu cette volonté de présenter le jeu comme un produit culturel avec la mairie de Cannes qui s'est battue, etc. Nadine Sol qui était l'organisatrice à quelqu'un comme Bruno Fedouti, au travers de sa ludothèque idéale, de son site, au travers de son rayonnement international, au travers de ce qu'il a toujours souhaité à créer comme melting pot dans les rencontres ludopathiques, qui auront généré des co-autorats qui sont nés et qui sont une signature assez francophone, voilà, donc c'est ça. Et même si Bruno, s'il regarde cette vidéo, sera sans doute peiné que je dise ça, mais à quelqu'un comme Fall. Oh, non, mais je m'en fous ce que je veux dire par là, mais je pense que c'est des gens dont l'apport au travers de ce qu'ils ont fait dans leur parcours dans le monde ludique font qu'on en est là aujourd'hui, et ces gens-là, on doit leur dire merci. Et moi je rajoute Bruno Catala, puisque vraiment, parce qu'il y a quelques personnes, et puis plus tard je pense qu'on citera aussi Théo Rivière, on va lui laisser aussi un peu de temps parce qu'il est plus jeune aussi dans ce marché-là, mais des gens qui redistribuent, il n'y en a pas tant que ça en réalité, qui ont une certaine notoriété, et qui la redistribuent, qui en font profiter d'autres, dont nous on profite, hein, Sylvain, je pense qu'on peut le dire, Bruno très souvent, si on a beaucoup de monde qui viennent au chalet, c'est aussi parce que tu leur proposes souvent, et on doit te remercier là-dessus, Théo aussi d'ailleurs le fait. Mais en fait quand tu prends un peu de recul, quel que soit le domaine, quel que soit le parcours, mais en fait, tu n'as jamais rien à perdre à tendre la main et à partager. Au contraire, en fait. Tu le fais pas pour ça, mais il y a beaucoup de gens qui ont peur, parce qu'en fait, ils ont peur que là où ils sont arrivés, s'ils commencent à partager, etc., on va leur prendre une partie, ils vont avoir moins de facilité à réussir, etc. En réalité, c'est tout le contraire. En fait, s'ouvrir, tendre la main, aider quand tu peux le faire, tu te rends compte que tu reçois un retour, mais au moins autant, parce que la grande majorité des gens sont reconnaissants, et donc ils ont envie aussi, etc. Et en fait, pour moi, c'est comme ça que les choses avancent, en fait, donc c'est naturel. Eh bien, on va finir cette émission là-dessus. Comme d'habitude, déjà, je vous remercie vivement de vous être déplacé une nouvelle fois au chalet, d'avoir passé un bon moment. On fait connaissance, Johan. C'était super. J'espère pas la dernière fois qu'on t'accueille dans nos locaux et qu'on partage des moments ensemble. Et puis Sylvain, je vais te laisser conclure, comme d'habitude, cette émission. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Monde de Jeux pour ne rien louper de notre actualité, et on vous dit à bientôt. À bientôt.